Je m'appelle Akinola Fagbemi. Je suis manager de boîte de nuit et je suis dans la nuit. Je pensais que tu allais ajouter beaucoup de choses en vrai. Non, ça va. Ça va. Tranquille. Comment tu vas? Je vais super bien. Tu sais, je suis à Cotonou actuellement Ouais. et très content de t'avoir parce que moi, je suis quelqu'un, j'ai toujours peur des boîtes de nuit. Ah bon? Très peur parce que je me dis, c'est un monde de vices, c'est un monde de vicieux et que si jamais je mets un seul pied en boîte de nuit, je vais devenir autre chose. Bah, c'est pas vrai. Déjà, c'est pas vrai parce que, en fait, les boîtes de nuit, la boîte de nuit, c'est un lieu de divertissement. C'est un lieu où on va s'éclater, on va danser, on va s'amuser. Maintenant, si tu étais déjà vicieux, c'est normal que si tu rencontres des vices, ça va aller de pair et voilà. Sinon, c'est pas la boîte de nuit qui change les gens. Les gens, ils ont déjà leur vice à l'intérieur d'eux. Et en fait, avec tout ce qu'il y a dans la nuit en général, en fait, le deal, en fait, l'union se fait facilement, quoi. Tu vois, donc, tu peux aller en boîte de nuit comme tu veux, voilà. Si tu as déjà des vices, c'est carrément autre chose. Simplement. Tu sais, je suis allé en boîte de nuit une fois. Ok. Gars, je te raconte. Je suis allé en boîte de nuit. C'était la veille d'un départ pour aller au nord du Togo, tu vois. Et je devais rejoindre les amis avec qui je devais voyager en boîte de nuit. Donc ce jour-là, la veille, moi j'avais enregistré un podcast comme je le fais actuellement. Et on avait fini vers les 1h, 2h du matin. Et comme je ne devais pas me dormir, ils m'ont dit écoute, vas-y, nous on est là, prends tes bagages, rejoins-nous en boîte, quand on finit, on part. Je te promets que la route de Lomé vers le truc là, vers le nord, ça faisait 450 km. Ok. Tu imagines que je me suis réveillé parce qu'il y a eu une crevaison et c'était à 200 km genre, du nord que je me suis réveillé. Genre, ce qui s'est passé de la boîte jusqu'à l'endroit là. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la boîte? Là, c'est là la grande question. En fait, moi, je crois que les boîtes de nuit, c'est peut-être des zones de liberté. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends. Bon, en fait, pas de nuit. Tu sais, moi, je suis officiellement dans la nuit depuis 2016. Donc aujourd'hui, ça fait Presque 10 ans. presque 10 ans. Bon, là, actuellement, je suis un peu en pause. Tu vois, parce que j'analyse vraiment tout ce qu'il y a autour de la boîte de nuit. Si ça me permet personnellement de réellement m'épanouir et tout. Tu vois, et je suis d'autres projets personnels. Tu sais, en œuvrant dans la nuit, personnellement, je ne te demande pas de me croire. La nuit ne m'a pas corrompu. Personnellement, déjà en tant que manager, gérant de boîte de nuit. Moi, je suis venu en fait en boîte de nuit, dans le mouvement de boîte de nuit, parce que déjà, moi, j'étais fêtard à la base. Donc, quand je parle de fêtard, en fait, moi, j'adorais chiller avec mes potes. J'avais déjà mes délires, en fait. Tu vois? Donc, de délire en délire, et la réalité est venue à moi parce que déjà j'avais beaucoup de potes à l'université et tout, donc déjà il fallait organiser des soirées, des chills en appart. Et à un moment donné, on m'a proposé un contrat. Écoute, Frangin, comme tu as des potes, tu as une communauté avec qui tu chilles souvent, viens gérer un coin. Tu vois, j'étais en 4e année d'université parce que j'ai étudié, voilà. Souvent, parce que les gens qui sont managers de boîte de nuit, c'est les gens qui n'ont pas étudié ou les gens qui ont échoué dans leur vie. Moi, j'ai étudié, j'ai fait le droit et j'ai une maîtrise en droit et après, j'ai des certifications aussi. Incroyable. Bah vrai. En fait, écoute, avant de revenir sur la boîte de nuit, On vient de commencer. Oui. La première question, c'est quoi les idées reçues sur les boîtes de nuit qu'il faut absolument déconstruire? En fait, c'est comme un enfant qui sort de chez lui. Il a reçu une éducation. Quand il sort, les vices, il rencontre des vices, en fait. Des potes qui lui apprennent des choses. Mais l'éducation qu'il a reçue chez lui à la maison, je pense que c'est à l'influence. Par exemple, moi, jusqu'à... J'ai eu le bac, je ne suis jamais allé en vacances chez quelqu'un. Donc, j'ai reçu une éducation pas militaire, mais en fait, on me disait des choses telles que ça doit être. Quand je suis venu à l'université d'Abomey-Calavi, je confesse. En fait, j'ai eu la liberté. Et on sait ce que ça veut dire, la liberté. Il n'y a pas un parent qui t'appelle pour te demander à quelle heure tu rentres. Tu vois un peu. Il y a, en fait,
C'est pareil avec la boîte de nuit, en fait. C'est quand tu rentres en boîte de nuit, les vies sont là. L'alcool, les femmes et tout ce qui va avec, les drogues et tout. Mais moi, en tant que manager, je ne te force pas à rentrer avec une femme. Je ne te force pas à te saouler ou te péter la gueule parce que si tu es saoul, les gars de la sécurité vont te sortir. Je ne te vends pas de drogue. En tout cas, moi, je parle de mon cas. Tu vois? Donc, c'est toi-même qui choisis en fait comment tu chill. Je sais pas si tu me comprends. Oui, je comprends. Tu vois? Donc, en fait, c'est parce que au jour d'aujourd'hui, le monde, en fait, moi j'appelle ça l'événementiel. En fait, le monde de la nuit, en fait, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Quand moi je venais dans la nuit, le manager c'est le gars qui a une communauté, tu vois, qui pouvait gérer, en fait, qui a un programme, qui proposait le programme. Bon, déjà, quand moi je venais déjà en 2016, il y avait une génération de managers qu'on avait qui copiaient les Ivoiriens. Donc, c'était lundi, soirée salsa, mardi, soirée rumba. C'est vrai que c'était ennuyant. Tu vois, c'était le programme. Mais à l'époque, il y avait vraiment les boucantiers et tout. En fait, les gens sortaient vraiment pour se montrer. Tu vois, c'est vrai, les femmes étaient là. Les femmes ne manquent jamais. Tu vois, les drogues, en fait, c'est jamais loin. Tu vois, même si on ne dit pas, mais c'est vraiment jamais loin. Il y a toujours un dealer qui passe par là. Si vous ne le voyez pas, vous ne pouvez rien lui dire. Tu vois, même si c'est interdit. Tu vois, donc après il y a eu notre génération proprement dite où avec les réseaux sociaux, c'était des histoires de tu as des potes sur les réseaux sociaux, tu organises des soirées, tu fais une communication comme si c'était un vrai en fait, comme si c'était un concert et tout. En fait, ta communauté te suit, tu vois. Moi je suis en fait je me surnomme souvent le manager intello, tu vois. Moi ma stratégie est différente de beaucoup d'autres managers. Maintenant, aujourd'hui, il y a une nouvelle génération de managers qui sont arrivés, que je ne critique pas d'ailleurs, qui aujourd'hui proposent des concepts qui ne sont pas vraiment catholiques. Non, dis-moi. Par exemple, quand tu parles en fait, aujourd'hui, à Cotonou, il y a beaucoup de soirées striptease, tu vois. Moi, je connais des coins, en fait, en Drift, tout le temps, ils font des soirées où les meufs sont à poil, tu vois. Donc, moi, par exemple, ça ne marche pas avec moi. Tu comprends un peu ce que je dis parce que je ne dirais pas que je suis un gars sérieux, je ne suis pas sérieux. Bon, je suis sérieux à ma manière, tu vois. Mais moi, en fait, le type de management que je fais ne concorde pas avec ce type de concept et tout. Et moi, les gars qui me suivent. Parce qu'en fait, c'est ça, en fait, le monde de la nuit. En fait, quand tu prends par exemple Cotonou, je vais éviter d'appeler le nom des boîtes de nuit et tout. Il y a des standings. Tu vois? Tu peux, si tu veux. On y va. Ok, tranquille, super. Tu vois, en fait, il y a des standings de boîtes de nuit. Tu vois, il y a des boîtes de nuit. Tu n'as pas besoin de savoir qui a femme là-bas avant d'aller réserver. Parce que tu sais que chaque week-end, c'est chaud. Attends d'abord, s'il te plaît, je ne te coupe pas. Quand tu dis, tu n'as pas besoin de savoir qu'il y a femme là-bas avant de... Oui, parce que je viens, en fait... Ok. En fait, je viens quelque part. Ok. Tu vois, il y a des boîtes de nuit. Chaque samedi, à Cotonou, ici, on a connu déjà mardi. C'était déjà, pour samedi, hein, c'était déjà booké, tu vois. Il n'y a pas moyen de venir samedi pour négocier une table. Tu vois, ils vont te vendre ça cher. Tu vois, ils ont travaillé sur leur image. Ils ont un branding de super qualité. Tu vois, tout est OK. Tu vois, maintenant, il y a des clubs où, bon, tu sais que si tu vas là-bas, ça chill, il y a de jolis go. Mais il y a des clubs, eux, ils ne proposent que des go. En fait, le business tourne autour des go. Par exemple, moi, quand tu regardes mes contacts, moi, j'ai des numéros de beaucoup d'autres collègues managers qui envoient des diffusions et tout. Parfois, il y a des frangins, ils envoient des diffusions. Moi, je leur écris pour dire, bro, tu es sûr de ce que tu fais là? Parce que tu te rends compte que le lundi, le gars fait soirée sucrée salée, mardi, soirée Balthazar, mercredi, et c'est toujours des meufs à poil sur son visuel. Hey, moi, soirée Balthazar là, je vais aller. Bon, après, il ne faut pas dire que Jean, c'est pas de nuit qui t'a changé. Ouais, c'est ça la réalité, en fait. Tu vois. Et tu sais, dans ce petit Cotonou là, parce que moi, j'ai réellement l'expérience par rapport à Cotonou, il y a des gens, eux, ils ne veulent pas aller là où il y a standing là. Quand ils t'appellent, moi, par exemple, je vais te raconter une petite anecdote. J'ai travaillé dans un premier coin. Après, j'ai fait 7 ans dans un autre coin. Donc, il y a eu une petite période de pause où j'ai été un peu malade. Donc après, il y avait un grand frère à moi
qui, depuis que je travaille en fait, j'ai travaillé dans un coin pas trop, le coin où j'ai fait 7 ans s'appelle Lemon, c'est à Guingamp, mais là, Jonké. Tu vois, le quartier le plus chaud de Cotonou. C'est à côté? Ouais, c'est à côté. En fait, ça, c'était, en fait, c'est là où j'ai fait 7 ans. Tu vois, 7 ans. Après, j'ai travaillé dans un coin, je ne veux pas dire le nom, tu vois. Mais écoute, j'ai jamais vu ça de ma vie. Tout le temps, quand les gars t'appellent, est-ce qu'il y a les go? Ah, bro, c'est quoi cette histoire? Quand ils t'appellent, je travaille du jeudi au dimanche. Jeudi, le gars, il t'appelle, il te dit, ah, Malaya, est-ce qu'il y a les go là? Ah. Et vendredi, il t'appelle encore. Un autre t'appelle encore, il te dit, Malaya, filet au fini argent, il y a les go là. Et je suis allé voir le promoteur, j'ai demandé, moi, management, comment moi je fais là? On fait calendrier. Et s'il faut amener l'artiste début du mois, il faut faire réseaux sociaux et tout et tout. Lui-même m'a dit, mon ami, ici là, c'est go. C'est go rien. S'il n'y a pas go, les gens, ils vont venir, ils vont partir. Et effectivement, quand les gars viennent comme ça, ils rentrent dans le coin, il n'y a pas go là. Il dit, on vient. Ils sont partis. J'ai été obligé de chercher un manager de filles. Un gars qui a un grand carnet d'adresses de filles. Parce que moi, honnêtement, sans me vanter, moi, je suis arrivé à un niveau où, moi, je ne peux pas prendre mon téléphone, écrire tout le temps au go, vous venez le soir. En fait, pour moi, en tout cas, personnellement, je ne me vante pas, mais c'est super stressant. Parce que la même go, déjà, quand on est gâté, tu vois, la même go que toi, tu invites, tous les autres managers l'invitent. Donc, elle va là où elle a de l'intérêt. Parce que même la go, quand tu ramènes la go dans le club, tu la mets bien, tu lui offres une bouteille. S'il n'y a pas de client, la go après dit, les gens ne viennent pas ici. Il n'y a pas de client ici. Mon cher, tu es venu, je t'ai payé le transport même. Je t'ai donné à boire. Je t'ai donné, je t'ai mis bien. Tu me dis, il n'y a pas de client, toi, mais invite tes clients. La prochaine fois, si tu lui écris pour lui devenir, dire, là-bas, là, il n'y a pas de client. Il n'y a jamais de client là-bas. Tu vois, donc il y a des expériences comme ça. Tu vois, il y a des expériences comme ça au niveau de notre domaine où s'il n'y a pas fille, les gars même ne viennent pas. Attends, je vais te couper. Oui, vas-y, dis-moi. Quand tu dis, tu as engagé un manager de filles, c'est quoi exactement un manager de filles en boîte de nuit? En fait, un manager de filles, normalement, un manager comme moi devrait avoir son carnet d'adresses de filles. Comme moi, mes copines ont vieilli là. Tu vois. Et je ne vais pas me faire emmerder par la nouvelle génération de filles. Je vais chercher quelqu'un qui connaît beaucoup de filles. Tu vois. C'est un statut que moi j'avais dans le passé. Tu vois, j'avais beaucoup de copines, beaucoup d'amis d'université que je pouvais ramener à l'université. Donc aujourd'hui, n'ayant plus en fait réellement l'humilité d'écrire aux filles, de se faire narguer, mais en fait tu les invites, elles ne viennent pas et tout. Tu vas chercher quelqu'un qui aujourd'hui a le potentiel là. Tu négocies avec lui, tu lui donnes quelque chose et chaque soir, il te ramène des filles. Donc lui, en fait, en griffe, moi je lui dis, mon gars, t'es procès net. Tu vois, parce que genre, si un client veut une fille, voilà le propriétaire des filles là-bas. Faut discuter avec. Tu vois. Donc en fait, c'est un griffe le rôle du manager des filles. Ok. Tu vois. C'est le rôle du manager des filles. En fait, c'est pas un poste qui est officiel, tu vois, c'est un gars qui est là, un pote qui connaît des filles. Un très bon réseau de filles qui les amène dans une boîte de nuit pour vous faire de l'argent. Ouais. Non mais attends, moi ce que j'ai compris, c'est que le rôle de ces filles-là, quand elles sont en boîte, c'est de faire dépenser les clients. Si. C'est ça? Si. Oui, en fait, tu sais, le rôle de ces filles, c'est de faire dépenser les clients. Tu vois, mais le client, en fait, la définition du client dans boîte de nuit est relative. En fait, il y a le client qui vient pour chiller. Tu sais, moi, en tant que personne, comme moi aujourd'hui je vais en boîte, c'est vrai que genre, je regarde s'il y a des filles, mais en fait moi c'est pas ma priorité. Tu vois, il y a beaucoup de personnes comme ça. Ils ont une semaine difficile, ils ont envie de déstresser, ils vont même déjà avec leurs potes, ils viennent avec leur go même, ils viennent chiller. Alors qu'il y a d'autres gars, eux ils viennent en groupe de garçons, leur objectif en fait quand ils viennent en filles, ils viennent en club, c'est de se pécho. C'est ça, pécho. Pécho, une go, tu comprends un peu ce que je dis. Donc, et ces filles qui sont là, en fait,
Déjà, ils sont... Que tu me pardonnes. Et bon, en fait, je vais dire une bêtise. C'est comme des décoration, en fait. Des proies. Tu vois? Parce que souvent, le deal, en fait, aujourd'hui, je peux te dire des choses clairement parce que, bah, je m'en fous. En fait, c'est des filles, tu leur dis, écoute, tu viens avant minuit. Elles sont là, vous les mettez bien, on leur offre des bouteilles et tout. Tu vois? Donc, le client, même qui vient à minuit 30, il y a les filles là. Donc, il choisit la table qu'il veut, puis s'asseoir à l'écart. Après, s'il est intéressé par une fille, ça, c'est son problème avec la fille. Maintenant, dans d'autres contextes, il y a des coins dans Cotonou ici où eux, ils ont embauché des hôtesses. En fait, eux, ils appellent ça hôtesse et elles sont là pour faire consommer les clients. Tu vois? Et quand, en fait, il y a un boss qui vient, les filles viennent s'asseoir avec le boss. Si le boss a commandé une bouteille Tennessee, la fille dit, moi, je veux boire veuve Clicquot, tu vois? Et elles font dépenser le boss, tu vois. À la fin, elles ont un deal sûrement avec leur gérant ou avec leur manager ou le patron. Elles ont des pourcentages sur les tables, tu vois. Leur objectif, c'est faire saouler le boss, faire dépenser le boss, en fait, tu vois. En fait, la nuit est un mythe. C'est ça, beaucoup de personnes. La boîte de nuit, les stratégies sont différentes. Il y a beaucoup de coins qui n'ont pas cette stratégie-là, mais qui marchent bien. Parce que ce qu'eux proposent est différent de ce que les autres ils proposent. Tu vois, par exemple, il y a des coins dans Cotonou ici. Moi, je travaille dans un coin. C'est un carrefour d'affaires. Bon, quand je dis carrefour d'affaires, ça ne veut pas dire que les gens viennent faire des affaires là, mais c'est quand même un groupe. En fait, c'est un club où c'est l'élite qui vient. Tu vois, quand tu viens, tu sais que tu vois les gars branchés et tout. Tu viens là, tu rencontres la crème de la crème. Tu vois. Donc, au même moment, il y a toujours les filles qui ne sont pas, elles sont jamais loin. Elles viennent toujours traîner parce que tout le monde veut le gars africain et tout, tu vois. Donc, c'est la boîte de nuit, c'est comme ça, quoi. En fait, si tu quittes chez toi, tu sors pas pour ça, tu ne rentres pas avec. Mais si dans ta tête, tu dis, wesh, je vais en boîte, je vais me péter la gueule, je finis, je ramène go. Si tu as les moyens, tu ramènes ta go à la maison. Ça, c'est pas le manager, ça, c'est pas le rôle du manager, tu vois. Donc, pas trop, c'est pour le manager. C'est quoi les interdits en boîte, par exemple? Et en fait, chaque boîte avec ses interdits. Il y a des clubs non-fumeurs, par exemple. Là, souvent, tu vois les papas là-bas. Hein. Tu vois, il y a des clubs non-fumeurs. Pas de drogue. En fait, pas de drogue. Ça, je sais que genre, 90% des boîtes, c'est pas de drogue. Maintenant, si les gens fument dans les toilettes, si la sécurité permet, ça, c'est autre histoire. Tu vois, pas de bagarre. Même s'il y a de bagarre tout le temps, tu vois. Et voilà, c'est... En fait, si tu prends une go, tu la ramènes chez toi. C'est pas en boîte, tu la gères, quoi. Ok. Ça veut dire que si, en fait, tu es là juste pour t'amuser et boire de l'alcool. Et oui, ou le reste, tu peux le faire, tu peux amener la go chez toi. Oui, ça, c'est une histoire de consentement entre vous deux. Mais aujourd'hui, tu sais, ce qui est fréquent dans les nouveaux petits coins, bon, je dis nouveaux petits coins parce que les grands coins n'ont pas besoin de ça. Aujourd'hui, beaucoup de nouveaux coins dans la ville construisent des motels. Non. À côté de leur coin. Donc, c'est... en même temps, et mieux, quoi. Tu comprends, quand les gars discutent entre eux, quand ils s'entendent, au lieu d'aller loin, bon, la bordellerie continue, quoi. Ils peuvent se gérer vite fait, là. Incroyable. Tu sais, quand tu as dit tout à l'heure qu'il y a des dealers et tout ça en boîte de nuit, je suppose que personne ne viendra dealer en boîte si ce n'est pas un accord entre le dealer et puis le manager. Bon, accord, dealer, boîte et manager, mon cher, tu cherches des problèmes. Hein. Je pense que souvent, il n'y a pas. Par exemple, le coin où moi j'ai bossé à Guingamp, c'est le club préféré des Nigérians. Jusqu'à aujourd'hui, je crois que ça n'a pas changé. C'était leur base, leur réelle base. Bon, aujourd'hui, avec la chute du Naira et tout, ils ont diminué et tout, sinon. Mais tu sais, je n'ai rien contre les Nigérians, mais c'est des gens un peu trop chauds, en fait, tu vois. Et ça arrive. À mes débuts en 2016, il y avait, en fait, il y a une histoire. Ils ont des sectes. Ils ont des sectes au niveau des universités, j'ai oublié leur nom là.
Ils étaient depuis le Nigeria, donc quand ils viennent ici, il y a toujours quand même des petits plaisantins qui créent toujours des associations où ils ont des accoutrements qui ressemblent aux accoutrements des gars là-bas, même s'ils n'arrivent pas à appliquer les règles à 100%, tu vois, ils essaient de reproduire ici. Parmi eux, tu vois, les gars qui ont, en fait, une fois déjà, moi, mon employeur avec une altercation avec un Nigérien, il a sorti un flingue. Bon, très vite, nous, on connaît le médicament des Nigériens. En fait, c'est la police. Quand tu appelles la police en même temps, ils se rangent pas. Ils ont très peur des policiers en général et tout. Donc, c'est des gars, tu vois, le gars, dehors, hein, il va dans sa voiture, il sort un flingue. Tu sais pas là où il a trouvé le truc, tu vois. Mais quand les policiers, ils ont géré, je sais pas combien ils ont géré, tu vois, c'est moi. Là où il y a un flingue, tu ne me verras pas. C'est vrai. Mais c'est pour tout le monde en vrai. Ouais, mais l'autre chose aussi, tu vois, des gars, en fait, quand on parle de dealer, tu sais, c'est. Moi, je ne vais pas dire. Les gars n'ont pas besoin de ton autorisation pour dealer dans ta boîte. S'ils ont leur cycle, ils viennent. Mais à l'instant où tu remarques, soit tu les dénonces, soit tu les fous dehors. Tu vois. Parce que on est au Bénin, tu vois. Tu ne sais pas s'il y a des flics qui viennent dans ton club et tout. Tu ne peux même pas commettre l'erreur. Tu ne peux pas commettre l'erreur, en fait, de dealer, en fait, de faire un partenariat, ce type de partenariat. Sauf si toi-même, tu es le dealer. En fait, je ne sais pas si tu comprends. Oui. Si toi-même, tu es le dealer, c'est différent. Tu fais des trucs à tes risques et périls, mais tu ne vas pas avoir un consensus avec un dealer à Cotonou ici et tu le laisses venir dealer dans ta boîte parce qu'il te refile des billets. Quand ça va péter, ça va t'emporter. Tu vois un peu ce que je dis. Mais moi, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas des gars qui fument la weed ou en fait en boîte. Ça arrive. Mais il y a toujours un système sécuritaire là. À chaque fois, partout où moi je suis passé là, quand ça sent l'odeur de la weed là, aujourd'hui quand tu fumes la weed, en tout cas la weed à côté de moi, comme un chien renifleur, très vite je capte, je dis ah, et ok, ouais, tu vois. Non. Donc c'est le fait de remarquer ça à chaque fois, mais à chaque fois en tant que manager, quand tu remarques, tu appelles la sécurité, on ressort les gars, parfois ils te disent qu'ils ne savent pas, tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les gars qui étaient chez eux avec le délire de on est en boîte, comme ça se voit dans les films américains, on peut sniffer et en fait faire tout ce qu'on veut. Alors que genre il y a des lois quand même qui encadrent. Ouais, c'est consommation de drogue et tout ça. Voilà. Non, mais écoute, moi ça m'intéresse. Quand tu parles de sniffer, est-ce que tu as déjà arrivé de voir des gars en boîte qui, la beuh, ça va, c'est partout, tu vois, Ouais. mais qui sniffent de la drogue? Honnêtement, non. Honnêtement, non. La beuh, oui. Mais la drogue, même. Je connais même pas la couleur. À part ce poudre que je vois. Je sais pas si tu as vu autre chose. Ah non, mais j'ai vu à la télé aussi. C'est poudre blanche qu'on voit. C'est ça. Sinon, honnêtement, non. Honnêtement, non. Il paraît que quand tu vas en boîte de nuit, les sécurités sont physionomistes. Ils te laissent rentrer parce que tu vois ce que je veux dire. Oui, en fait, le truc, c'est quoi? Il faut savoir qui rentre dans la boîte. Tu vois? Il faut savoir qui tu acceptes dans ta boîte. Parce que la nuit, il y a beaucoup de malades. Tu vois? Et quand vous ne faites pas attention à qui rentre, quand ça pète à l'intérieur. Par exemple, la nuit, quand je suis venu à Djonké, je suis venu à Djonké avant de commencer à travailler une seule fois. Donc, c'est un quartier qui, moi, depuis mon cas, la ville natale où j'étais à l'université, c'était un quartier que je voyais en ghetto. Donc, c'était un ghetto. Tu vois, donc, nous là, on ne part pas là-bas. On connaît notre limite, tu vois un peu. Donc, quand j'ai commencé à bosser, déjà, je voyais des choses pas possibles. Je me rappelle une fois, j'étais dehors, j'ai vu un monsieur, un vieux, hein, quelqu'un qui a l'âge peut-être de ma mère, bon, un monsieur et une dame, ils sont gardés de la main avec 2 heures du matin, ils marchaient dans la rue. Bon, en fait, c'est un quartier où ça ne dort pas. Donc, j'ai demandé au gars de la sécurité pour dire, mais écoute, ceux-là, à l'heure là, ils peuvent pas aller dormir. Le monsieur m'a dit, ah, écoute, à Djonké ici, ça ne dort pas. Donc, en fait, quand tu es dans un milieu comme ça, où il y a tout type de personnes, tout le monde a envie de rentrer dans la boîte. Je ne sais pas si tu comprends. Oui. Tout le monde. Parce que cette boîte de nuit, si vous n'avez pas des règles de sécurité strictes et tout, tous les junkies qui ont fumé dans un ghetto à côté vont rentrer dans la boîte. Là, vous aurez des cas de vol.
des cas de bagarre, tu vois. Et ça ne, en fait, l'image de votre coin prend un coup. Parce qu'il suffit juste que j'en ai une mauvaise histoire, une mauvaise anecdote par rapport à vous. On dit, ah, quand on va dans tel coin là, c'est pas dans le là-bas. Hein. Tu vois, quand on va dans tel coin là, il y a toujours la bagarre. Il y a une catégorie de clients qui dépensent quand même, qui ne viendra jamais. Tu vois. Et là, en fait, vous perdez en notoriété et en clientèle aussi. Tu vois, donc c'est un peu ça. Donc c'est pour ça en fait que les agents de sécurité, souvent, ils sont stricts. Souvent, hein, parfois, les gars leur refilent des sous. Ça arrive. Et ils laissent les gars rentrer. Quand ça pète après, ils disent, ah, je ne l'ai pas vu. Et tout. Mais sinon, la majorité des coins les plus positionnés de Cotonou ici, ils ont un système de sécurité très strict au niveau du filtrage, de qui rentre et qui sort. Parce que quand tu as un standard de client qui vient, il faudrait que quand même les gars soient en sécurité. Il ne faudrait pas qu'il y ait des altercations et ça crée d'autres problèmes. Et tout, voilà. Parce qu'aujourd'hui, pour fermer une boîte ici, c'est une histoire de secondes. Quand je suis allé en boîte, je suis pas allé seul, c'est la première fois et moi j'avais peur, comme je t'ai dit. J'avais peur vraiment d'être perverti par la boîte de nuit. Mais tu l'as dit, si tu es vicieux, c'est ça, c'est tout quoi. La boîte ne change pas l'homme. Et quand il faut s'asseoir dans un particulier, on dit tu dois acheter tel. Tu comprends ce qu'on dit? Je comprends. Vas-y, dis-moi. Ah bah en fait, le truc c'est quoi? Au-delà de divertir et tout, la boîte c'est un business. C'est un lourd investissement. Tu vois que le promoteur a mis sur place. Donc il doit rentabiliser. Il doit rentabiliser de toutes les manières. En fait, il doit s'arranger pour rentabiliser. S'il reste juste souvent, il reste juste sur le feeling d'un établissement qui donne du plaisir aux gens. Un jour ou l'autre, il sera obligé de fermer. Donc c'est pour ça, en fait, il y a un système que souvent les managers mettent sur place de vente de tables. Tu vois, il y a les salons VIP. Il y a le comptoir pour tout le monde. Il y a des tables qui sont moins chères. Tu vois, toutes ces stratégies, c'est vrai que genre, ça frustre. Tu vois, ça frustre certains clients. Quand on vient, on dit, ah bro, toi, tu peux pas... En fait, la table est à 150 000. La table est à 200 000. Tu vois, ça crée souvent des altercations. Parce que le gars dit, ah, genre, moi, je ne peux pas payer cette table. C'est pour ça que tu dis ça. Tu vois, alors que c'est du marketing, en fait. C'est du marketing. Plus tu paies gros, plus tu as la meilleure des tables, tu vois. Mais je pense que ce problème se pose quand la notoriété, le coup n'a pas atteint une notoriété donnée. Et l'autre chose aussi, tu sais, moi j'ai fait des formations, bon, j'ai eu la chance de faire une formation par rapport à ce qui est gestion de boîte de nuit et tout, où la formatrice, elle nous a dit que c'est une mauvaise stratégie. Bon, pour moi personnellement, c'est une mauvaise stratégie. Parce que tu sais, il y a des gens qui viennent, moi j'ai vu des clients qui sont venus acheter des bières, que des bières. Ils ont acheté 150 000 de bières en boîte. Genre des Guinness, 3 000. Ils ont... Jusqu'à 150 000. Je te promets. Au même moment, l'autre, il est venu l'acheter une table. Il a acheté une bouteille de Jack, 50 000. Quand ils ont fini la bouteille, ils sont partis. Tu vois. En fait, ce petit point-là, c'est un point que beaucoup de managers ne comprennent pas, tu vois. Moi, je vais te raconter une anecdote par rapport au mode opératoire des Nigériens. Tu sais, si tu vas en club de nuit, tu vas en boîte, des boîtes où il y a les Nigériens, ils ont un système et ils s'endettent très vite. Moi, par exemple, ma meuf, c'est son anniversaire. Je veux lui offrir un anniversaire de rêve. Je réserve la table. Je prépare ma soirée, en fait. En fait, je ne viens pas en soirée en me grattant la tête. On va voir ce que ça va donner. Si c'est 100 000, si c'est 500 000, je veux dépenser. Je sais que mes 500 000 sont dans ma poche. Et je connais ma limite de champagne, de ce que je veux prendre, en fait. L'autre, il est dans la boîte. Quand la soirée commence, l'autre a commandé sa bouteille de whisky, après un champagne, 2 champagnes. L'autre, il est là-bas, en fait. Celui qui commande n'a aucun problème avec lui. Mais qu'est-ce que lui fait? Il dit, que Jean, il est en train de le tester. Donc, nous, ça nous arrange, en fait. Même moi, quand j'ai travaillé mon employé avec qui j'ai... Lui-même, il crée la rivalité. En fait, il dit de créer la concurrence entre les tables, tu vois. Avec ce système de concurrence, l'autre qui est peut-être venu acheter avec des copains juste une bouteille, tu le vois, il se retrouve à acheter 4-5 bouteilles.
C'est à la fin de la soirée, en fait, que, genre, quand on lui remet la facture, il se rend compte que peut-être il a zaï et ça devient compliqué, en fait. Tu vois. Donc, tout ça, en fait, c'est des stratégies de marketing. Parce que s'il n'y a pas de stratégie derrière le business, c'est vrai que vous allez ramener des go et tout, vous allez ramener, faire une bonne com, vous allez inviter des artistes parfois, vous allez organiser des événements et tout. Mais s'il n'y a pas une stratégie de vente derrière, à la fin de la soirée, la salle sera pleine, mais les gens ne vont pas consommer. Tu vois. Parce que, tu vois, il y a des gars qui te voient, ils te disent que ta boîte, ça marche. Tu vois. Alors qu'à la fin de la soirée, tu ne fais même pas un bon chiffre. Et là, tu es en train de disparaître, en fait. Tu vois. Par exemple, en boîte, tu vois, on dit opération bouteille vite. Les gens consomment jusqu'à 2h du matin, 3h du matin. Quand ça veut commencer à chauffer, là, en fait, l'impresario, il dit dans le micro, écoute, on vide les tables, on revend tout à zéro. Ah, il y a des gars qui disent, pourquoi ton de sortie? Tu comprends un peu ce que je dis? Alors que tout ça, en fait, c'est le marketing derrière la gestion de boîte de nuit. En fait, le lambda voit uniquement les délits, les folies dans la boîte de nuit. Mais le grand business qui est derrière la boîte de nuit, beaucoup de personnes n'arrivent pas à réellement cerner ça. L'objectif de boîte de nuit, en fait, de celui qui a créé une boîte de nuit, c'est de vendre, c'est de se faire du chiffre, tu vois. Mais le manager, lui, il apporte des stratégies pour quand même que les gens se rallient et adoptent le coin et que le chiffre soit fait. Si le chiffre n'est pas fait, le manager, il est viré. Tu vois. Donc voilà un peu ce que je peux te dire par rapport à. Tu as beaucoup parlé de chiffres. C'est quoi pour toi un bon chiffre en fin de soirée? Ça dépend du coin. Tu vois. Moi, j'ai déjà fait une soirée. On a fait 10 millions un soir. Non. Sérieux. 10 millions. Sérieux. Un soir. Moi, mais j'étais choqué. Un soir, 10 millions. Mais c'est pas un truc fréquent. Tu sais, dans le Cotonou d'avant, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé aussi dans la nuit. Beaucoup de mes frères sont chez toi là-bas, à Lomé. Tu vois, avec tout ce qui se passe ici, ça flambe plus. Ça flambe dans certains coins, mais aujourd'hui, ça flambe plus comme avant. Avant, tu peux avoir des tables où les gars faisaient 700, 800, 1 million. 2 millions, des tables de 2 millions même. Et les gens prennent? Si, des tables. Une table. Oui, non, je sais. Du coup, les gens vont acheter cette table-là. Oui, non, en fait, toi, tu vends juste ta table à 100 000, mais le gars, à la fin, tu vois une facture de 2 millions. Oui, parce qu'ils consomment, ils consomment. Oui, voilà, tu vois. Donc, si tu as 3 clients qui consomment 2 millions dans une soirée, parce qu'il y a des coins, quand tu prends le Mac, c'est des coins, écoute, qui font en fait, ce que moi j'ai des 10 millions même là. C'est rien. C'est ceux qui sont, voilà. Moi, il y avait un coin qui a disparu là, le Pacha. Moi, j'ai fait une soirée là, un mercredi, avant que je travaille en club. On a fait, mercredi, on avait 3 millions. Bon, mes potes n'étaient même pas venus. En fait, c'était les clients de la boîte, mais même mercredi. Et c'était un petit coin, hein. C'était vraiment un petit coin et tout. Mais ça, c'était à l'époque. Tu vois, un coin qui fait 3 millions mercredi, c'est un coin qui fait en semaine, fait 1 million. Hein. Parce que le week-end, attends-toi à ce qu'il fasse régulièrement 7 millions, 6 millions, 8 millions. Et c'est du champagne, que du champagne. Tu vois, non? Donc, ça, c'est encore un délire. Mais quand tu vas encore, tu as des clientèles nigérianes. C'est des gars, eux, non, laisse tomber. Laisse tomber, laisse tomber. Avec les Nigérians, en fait, tu as ce que tu veux. Juste qu'ils sont un peu. Ils sont très désordonnés. Donc, sinon, tu fais ton chiffre au maximum. Tu vois, ils n'ont pas de. Quand ils ont leur délire, ils écoutent leur musique, ça consomme à fond. Tu vois, leur goût même. Les meufs, elles viennent naturellement même. Tu n'as pas besoin d'aller les chercher quelque part, tu vois. Mais donc voilà, donc c'est relatif. Tu sais, quand tu as un petit coin, même tu fais 500 000, c'est pas à rapport au projet que tu mets sur place. Ça peut aller pour toi. 1 million, ça peut aller 2 millions, ça peut aller. Mais en moins de 500 000, bon, c'est chaud. C'est chaud parce que la boîte de nuit, il y a le courant, il y a tout ce qui va avec. Tu vois, donc c'est un investissement, le personnel. Mais quand ça marche pour toi, mon cher, c'est que ça marche pour toi. Ça marche pour toi, c'est que ça marche pour toi. En très peu de temps, tu vas te faire des millions. Hein. Tu vois, en très peu de temps, tu vas te faire des millions. Mais bon, tu sais, le problème avec les boîtes de nuit, c'est que ça finit toujours par disparaître. À un moment donné, les gens sont saoulés d'aller toujours dans le même coin. Donc, il y a d'autres coins qui naissent. Tu vois, au Bénin, par exemple, la seule vraie boîte qui est restée réellement dans le temps, c'est le Mac. Tu vois, mais bon,
Moi, je pense que c'est parce qu'ils ont une très bonne stratégie. Et autres, ils ont l'habitude de fermer eux-mêmes, de faire des travaux tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, les gens ne voient pas toujours la même chose, quoi. Tu vois. Donc, Tout à l'heure, tu as parlé des impresarios. C'est ça le nom? oui. Ce sont les DJ en mode non, je pense pas les DJ. Ceux qui tiennent le micro pour faire dépenser les gens. Oui, oui, DJ. On les appelle DJ aussi. Ok. Aujourd'hui, on les appelle Hype Man. Voilà. Bon, tu sais, en fait, la nuit, aujourd'hui, n'est plus la même, vraiment, comme celle qu'elle était il y a 5 ans, 10 ans. Aujourd'hui, le coupé décalé est en train de mourir, tu vois. Donc, oui, le coupé décalé a eu une grande influence sur ce qui est divertissement et surtout boîte de nuit, tu vois. Aujourd'hui, cette génération est en train de partir. La génération qui est là aujourd'hui, c'est une génération qui chill. Donc les DJ coupés décalés aujourd'hui sont en train de disparaître. Un peu, ils sont là, mais il y a d'autres qui sont en train de changer De métier. Voilà. Non, pas de métier. Leur manière de travailler, tu vois. Avant, quand tu rentres en boîte, les gars, ils ont envie qu'on appelle leur nom. En tout cas, aujourd'hui, à Cotonou, les gars, quand ils viennent en boîte, ils te disent, ah bro, je viens, mais je veux pas qu'on appelle mon nom, en fait. Tu vois. Donc, aujourd'hui, on a les hype man. C'est eux qui continuent à faire le travail que les anciens DJ qui appelaient les noms, en fait, ils faisaient, en fait, tu vois. Donc, ils sont toujours là. En boîte de nuit, il faut frustrer pour vendre. Il ne faut pas toujours frustrer mais il faut frustrer pour vendre. Honnêtement, si tu as envie de réellement vendre, il faut frustrer, tu vois. Il faut frustrer parce que, tu sais, il y a des gars qui viennent en club avec 1 million en poche. Des gars, en fait, il sort de chez lui samedi, il a 1 million en poche. Il prend sa voiture, il est seul, ou il est avec des potes. Il vient dans un coin chaud où il a l'habitude de fréquenter. Quand il rentre, il regarde la vibe. Il voit, bon, les gars sont en train de prendre des bières. Il commande sa bière. Tu comprends? Au même moment, là, il reste là, en fait, il boit ses bières et après, il quitte. Au même moment, il va dans un autre coin où il voit les gars avec 4 champagnes, 5 champagnes. Lui, il n'a pas envie de rester derrière. Tu vois? Donc, en même temps, lui-même, il commande. Et plus ça commande à côté, plus lui, il dépense. Tu vois? Donc, les gars aussi sont prêts pour la frustration, en fait. Ils sont prêts pour le... Genre, personne ne doit être frustré, quoi. C'est que Oui, parce tu que... me frustreras, je te montre que je Oui, suis parce que quelqu'un la aussi. réalité, c'est que, genre, il y a les go qui sont là. Tu comprends un peu ce que je dis? Donc, les gars ne sortent pas pour boire. Tu vois, en fait. Tu sais, il y a des gens, ils sortent le samedi pour déstresser. Ils vont sur une terrasse. Ils écoutent ils écoutent du live. Ils font un karaoké. Ils commandent des cocktails. Non, la boîte de nuit, c'est pas ça. Tu vois, les gars, ils viennent face to face. Tu vois, l'autre a acheté 4 champagnes. Ah, moi, je vais acheter 5 champagnes. Et là, c'est dans l'intérêt du promoteur, en fait. C'est stupide quand tu y penses, mais bon, on doit gagner l'argent. C'est comme ça. Ah, ouais, c'est comme ça. Est-ce que toi, tu as rencontré des gens en boîte de nuit? Tu t'es dit, non, toi ici? Si. Tu sais, je vais te raconter une histoire. Moi, j'ai commencé à sortir vraiment en 2009. 2008-2009. En terminale. Quand j'étais en terminale, j'avais des potes un peu... Parce que tu sais, en terminale, tu rencontres des gars qui ont déjà fait peut-être la classe 3 fois, 4 fois, les doyens là. Tu sais, eux, ils ont des bons codes. Et moi, souvent, depuis toujours, je m'arrange toujours être le plus petit quand je viens dans une classe. Parce que, tu sais, c'est toujours... En fait, quand on a le même âge, on niaise beaucoup. Alors quand tu es avec des gars plus matures que toi, voilà, tu expérimentes des choses très rapidement, en fait, tu vois. Donc, en terminale, déjà, moi, j'allais déjà en club. Bon, je montais à mes parents qu'on allait, on avait un pote qui fêtait son anniversaire, tu vois. Et bon, comme moi, j'ai pas le bac à Cotonou, le mouvement n'était pas vraiment comme à Cotonou, mais moi, je connaissais déjà le plaisir d'aller en boîte, de rentrer à 2h, 3h et tout, penser à l'anniversaire, tu vois. Mais quand moi, j'ai eu la liberté après le bac, malgré qu'on n'avait pas les moyens là, et à la vie complète, tu vois, on sortait tout le temps. Quand je dis tout le temps, on sortait tout le temps.
tout le temps, on sortait, on devait aller en boîte. Mais au même moment, il y avait des gars, eux, ils ne sortaient pas. C'est les enfants des professeurs. Eux, là, c'est papier, papier, papier. Tu vois. Tu sais, ces gens-là, avec le temps, il y a des gars que moi j'ai revus après en boîte. Bon, c'est des gars qui ont fait le parcours. D'autres ont réussi, d'autres n'ont pas réussi, tu vois. Et bon, en fait, eux tous, ils ont compris qu'il faut profiter de la vie, tu vois. Donc, quand tu retrouves des gars comme ça en boîte, tu leur dis, mais toi, finalement, là, nous, on était les petits démons. Toi aussi, tu es venu. Mais le gars me dit, mon cher, il faut laisser. Quand j'ai étudié, là, tu vois, j'ai compris que j'ai gagné l'argent. Il faut sortir, il faut s'amuser. En plus, tu vois, d'autres, ils sont mariés, mais... tu sais, quand on est marié, là, c'est très stressant. Il faut déstresser, tu vois. Donc, le gars est obligé de venir en boîte pour profiter avec ses potes et tout, tu vois. Donc, en fait, la boîte de nuit, il n'y a pas une catégorie de personnes il y a des pasteurs qui viennent en boîte de nuit. Non! Ah, mais c'est vrai, il faut laisser la faire. Mon cher, tout le monde vient en boîte de nuit. Avocat, juge, et ministre, et qu'est-ce qu'il reste encore? Pasteur, alpha, tout le monde vient en boîte de nuit. Tout le monde s'amuse. La nuit, c'est la nuit. Tu vois, le reste là, c'est l'hypocrisie qu'il y a derrière qui fait que l'autre dit, ouais, moi je ne vais pas en boîte de nuit. Ah, moi je ne vais pas en boîte de nuit. Tu sais, si ce n'est pas des raisons sanitaires, et tout, moi, je connais peu de personnes qui n'aiment pas aller en boîte de nuit. Bon, en 9 ans de travail en boîte de nuit, moi j'ai tout vu en fait. Toutes les catégories de personnes. Tu vois, et c'est les gars même qui n'avaient pas l'habitude de venir là. C'est eux qui ont les groupes même. Non, parce qu'en fait, ils ont compris. Tard. Tu sais, moi aujourd'hui, par exemple, en toute humilité, tu ne peux pas m'impressionner. Moi, j'ai arrêté de bosser en décembre. Décembre 2024. Oui. Le 1er décembre, j'ai arrêté. Aujourd'hui, on est le 20, en janvier. Oui, fin janvier. Fin janvier. Je suis allé en boîte une seule fois. Et c'était quand encore le 1er janvier. Et c'est un pote qui est venu me chercher encore, Yann, en fait à 4h du matin, à la maison, pour m'amener en boîte. Après ça, en fait, moi, ça ne m'impressionne plus. Parce que moi, j'ai eu ma dose. Tu comprends? Aujourd'hui, je préfère des trucs plus calmes. Tu vois? Aujourd'hui, je préfère aller écouter karaoké, du live, tu vois un peu. Moi, j'ai eu ma dose. Tu comprends? En tout cas, actuellement, j'ai eu ma dose, tu vois. Mais celui qui a connu la nuit en 2000, en 2020 à côté, lui, il est encore chaud à l'heure là. Tu vois. Et en fait, le délire dans l'histoire, c'est si le gars, c'est maintenant, il a gagné l'argent. Tu comprends? S'il a gagné l'argent nouvellement là, et c'est maintenant qu'un ami lui a montré la boîte de nuit, et il voit les merveilles. En fait, ce que j'appelle merveille, c'est pour lui. Pour moi, c'est plus une merveille. Tu vois, il voit en boîte de nuit, il y a une femme qui est plus belle que sa femme à la maison. Tu comprends un peu ce que je dis? S'il ne se contrôle pas, il va devenir très vite accro. Il y a des gars, ils sont en boîte 7 jours sur 7. Tous les jours, tu les vois en boîte, tu ne sais même pas ce qu'ils cherchent. En fait, ils ne sont pas en club, ils sont dans un bar, ils sont toujours là. Peut-être qu'ils ne consomment même pas un cocktail, une bière, ils sont au comptoir. Eux, c'est les chasseurs, tu vois. Ils sont toujours là à traiter, avec quoi ils vont rentrer et tout. Et c'est des gars, quand tu analyses, des gars, ils ont le cash, tu vois. Mais ils ont eu peut-être une enfance triste, où il n'y a pas eu ce petit plaisir-là. Aujourd'hui, quand ils ont atteint le Graal, il y a l'argent, qu'est-ce qu'il faut? Il faut se faire plaisir, tu vois. Et c'est eux, c'est leur manière à eux de se faire plaisir, en fait. Tu vois, donc c'est... On dit que toute la nuit, tous les chats sont gris, tu vois. Et je suppose que, tu l'as dit, en boîte de nuit, tout le monde vient en boîte de nuit pour se cacher, pour s'amuser, tout ça. Oui, oui. Mais j'imagine, de la même manière où on dit la nuit, tous les chats sont gris, ce qui veut dire que on a tout type de personnalité. On a des brigands, des tout ça qui sont en boîte. Est-ce qu'il y a des attaquations qui se sont passées, qui t'ont marqué, toi, en boîte de nuit? Si, moi, je me rappelle, je ne me rappelle plus trop de l'année, il y a des policiers qui sont venus. Ils cherchaient un gars. Le gars était carrément wanted. Genre, il était recherché. Et ils nous ont dit que le gars est venu dans la boîte. Ah, le jour-là, j'ai eu peur. Ils ont dit que le gars a tué quelqu'un quelque part. Et il était recherché. Et en fait, il y a des gens qui l'ont vu. Et ils l'ont vu dans la boîte. Tu comprends? Et comment on appelle? Eux, ils ont averti la police. Donc, avant que la police n'arrive, le gars était déjà parti.
Tu vois. Altercation, vol. Et vol. Moi, j'ai une amie qui était venue, qui a fait le mur, qui était venue en boîte. Bon, en rentrant, je l'ai confié à un Zém là. Le Zém me met un voleur. Tu vois. Donc, tu la vois, on l'a dépouillé. Et même moi, qu'est-ce que je dis, j'ai été dépouillé. On m'a suivi en fait du club jusqu'à la maison sur mon portail. Et on m'a pris ma moto. Ça, c'était en 2019. Tu vois, donc, en boîte, il y a tout. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Tu comprends? Il y a des gars, tu vas voir, ils vont faire un délit, tu vas te dire, c'est sur le coup de l'alcool. Tu vois? Il y a d'autres, ils ne pardonnent pas. Tu vois, parce qu'ils sont déjà ce qu'ils sont. Tu comprends? Toi, tu vas venir, tu vas faire ta pagaille et tout. Tu vas sortir, mais ils vont te suivre. Ils sont super rancuniers. Tu vois? Donc, il y a tout, en fait. Tu sais, en boîte, moi, pour ceux qui ont l'habitude ceux qui me suivent et tous ceux qui viennent souvent dans mes clubs, moi, je suis quelqu'un de très calme. Tu vois? En plus, quand tu restes en boîte, tu es obligé d'être humble. Tu vois? Parce que tu vois tout. Tu vois tout type. Tu vois les gens qui dépensent ton salaire un soir. Tu vois l'argent que toi, tu cherches pour régler tes factures à la maison. Tu vois? Quelqu'un vient claquer ça, l'argent de ton projet, tu vois, tu dois répéter ça un soir. Donc, quand tu regardes tout ça, tu prends avec un peu de recul, tu te dis, bon, l'homme n'est rien, tu vois, tu es humble, tu vois. Donc, tu acceptes tout le monde. Parce que le gars vient dépenser l'argent, je t'en dis, c'est là où il a trouvé l'argent. Celui que toi, tu considères, tu dis, ah, c'est mon vieux père. Si on te dit après que la police l'a chopé, tu vas dire quoi? Tu comprends? Parce que tu ne sais pas d'où vient l'argent. En fait, la nuit, tu prends ça comme ça. Tu comprends là. Ce gars allait prendre même ton argent, ce Grégory qui est venu, qui t'a donné même. Toi, tu prends ton argent, tu mets ça dans la poche. Si tu réussis à faire quelque chose avec, c'est bon. Si l'argent là ne te sert à rien aussi, ça va quoi. Tu comprends? En fait, la nuit, tu ne peux pas juger quelqu'un. Tu vois, parce que même quand tu vois, quand tu vois le phénomène des filles de nuit, en fait, moi, j'ai eu la chance de discuter avec beaucoup de filles. Tu vois, moi, je ne juge pas, par exemple. Bon, en fait, je juge maintenant. Mais bon, pendant longtemps, je ne jugeais pas. Bon, d'ailleurs, je ne juge même pas. Tu vois, les gars et les filles, elles ont leur histoire. Je suis venu ici, je me suis présenté, je t'ai dit que j'ai une maîtrise en droit. Tu m'as dit, hey, c'est comme ça, tu rencontres beaucoup de filles en boîte. Des filles de nuit, des vraies filles de nuit, qui ont étudié quand même, qui ont des histoires réellement atypiques en fait, tu vois. Et quand tu les écoutes, soit elles étaient mariées, le mari est mort, elles ont des enfants et tout. Et bon, c'est la seule alternative qu'elles ont trouvée en fait pour s'en sortir. Tu vois, tu rencontres tout ça là, en boîte. Tu vois que même les filles de nuit là, elles cherchent l'amour. Et bon, en fait, peut-être c'est au mauvais endroit, mais quand même, elles sont là, elles cherchent le gros lot. Peut-être qu'elles trouvent le gros lot et elles kiffent le gros lot. Elles commencent à leur raconter leur histoire. Les gars aussi, ils sont venus. Les gars, en fait, sont venus pour quelque chose. Donc, quand ils ont ce qu'ils ont, ils recherchent, ils repartent, tu vois. Donc, la nuit, tu peux pas. En fait, tu peux pas voir un gars dans la nuit et savoir que celui-là, c'est une bonne personne, celui-là, c'est une mauvaise personne. Non. Et tout. Donc, voilà. Donc, c'est un monde où il faut faire très attention, en fait. Tu vois, c'est un monde où rien n'est vraiment vrai, quoi. J'ai que ça te poser. Vas-y. Pour quelqu'un, pour un jeune, une grande personne, peu importe, qui veut maintenant aller en boîte de nuit, quels sont les conseils avertissants que toi, tu pourrais lui donner? Déjà, dans un premier temps, faut qu'il choisisse bien là où il va. Parce que c'est le lieu qui définit la sécurité et tout ce qui va avec. Tu vois. Tu sais, il y a des coins, quand tu te respectes, toi-même, tu ne vas pas là-bas. Tu comprends? Par exemple, il y a des gars, le gars, il sait qu'il fume. Tu vois, c'est un fumeur, il fume tout. Il sait qu'il y a des coins où il ne peut pas aller. Tu comprends? Parce qu'il sait que, genre, ces délits ne vont pas là-bas. Maintenant, quand toi, tu es un gars lambda, tu dis, OK, ce week-end, pour une première fois, je vais en boîte. Il faut choisir un coin qui te ressemble. En fait, c'est le seul conseil que En fait, il y a des coins, quand tu regardes ton profil là, tu sais le coin où tu vas partir et te mettre à l'aise. Si tu veux aller dans un bar à pute, toi-même tu sais que si là-bas il y a bagarre, si tu l'as cherché, tu comprends? Si tu vas aller dans un club select, tu sais que là-bas, c'est des gens responsables qui arrivent. Et encore, les gens responsables, quand ils boivent de l'alcool,
ils sont les plus irresponsables. Moi, j'en sais quelque chose. Tu vois un peu ce que je dis. Et l'autre chose aussi, il ne faut pas dépasser sa limite. Moi, en fait, ça me fait toujours rire quand moi je vois des gars consommer l'alcool jusqu'à se coucher par terre, vomir partout. Moi, ça me fait toujours rire, en fait. Parce que moi, je pense que... Moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne consomme plus l'alcool et tout, mais avant, moi, j'en ai bu. Et je pense que quand tu bois l'alcool jusqu'à un niveau, toi-même, tu sens dans ta peau que ça ne va pas. Même si on te l'offre, il faut avoir le courage de dire, c'est bon, en fait. Tu vois. Donc, en fait, quand tu choisis là où tu vas, dans un premier temps, tu garantis ta sécurité, tu garantis un environnement où tu te sens très bien et tout. Et l'autre chose, dans l'alcool qu'on t'a donné là, même si c'est pas ton argent qui a acheté là, quand tu sens que ça ne va pas, il faut trouver le moyen de décaler avant de devenir ridicule en fait. Donc, je pense que si ces deux conditions sont remplies, ça va. Tu vois un peu, non? Tout à l'heure, quand tu as dit, tu as rencontré des personnes responsables. Ah, mon cher, les gars, ils ont bu. Quand le gars a bu, là, le problème qu'il n'y a pas, le gars va commencer à chercher le problème. S'il a un titre, il a commencé à dire, tu sais qui je suis. C'est ça, on voit souvent même. Mon cher, tu es qui? Et ce qu'il ne doit même pas dire, là, il va commencer à dire ça. Le matin, quand il va se réveiller, tu vas lui écrire pour dire, ah, bon, vous êtes bien rentré, il va te dire, hier, là, j'ai fait quoi? Non, parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Tu comprends un peu ce que je dis. Et tout ça, bon, c'est pas parce que moi, je suis en train de glisser de la nuit que 22 jours ne plus boire l'alcool. Tu vois, mais en fait, il faut connaître sa limite. C'est important de savoir ce que tu bois. Tu vois, c'est pas le manager. Moi, je veux vendre. Tu comprends? Et c'est vrai que, en fait, logiquement, quand le client arrive à un niveau donné, il faut avoir le courage de lui dire et stop. Tu vois, mais il y a des gars, ils te disent que c'est mon argent. C'est moi, je veux dépenser mon argent, non? Tu comprends? Laisse-moi consommer. Et écoute, tu fais quoi? Si le gars avec des potes, et les potes disent non, il faut le laisser. On sait comment ça se passe. Et à la fin, le gars commence à vomir partout. Puis le gars commence à crier sur tout le monde. Le gars veut créer une bagarre. Là, il n'y en a pas. C'est insupportable, en fait. Tu vois, donc, la nuit, c'est un monde à part. Tu vois, tu peux voir un ministre qui va délirer la nuit. Tu vois un banquier, tu peux voir un avocat qui va délirer la nuit parce que peut-être il a déjà des soucis. Tu comprends, il est venu avec beaucoup de chagrin et tout. Il a bu l'alcool, la colère, du chagrin ou du problème qu'il avait à la maison. Il veut déverser ça sur quelqu'un, peut-être sur notre client. Imagine si le client aussi est violent, ça devient ingérable. Des verres cassés, peut-être des chaises et des tables, ça arrive. Ça arrive, je te le promets, ça arrive. Et tu méconnais même ton client à qui tu donnes beaucoup de respect. Mais tu te dis, mais lui, il a fait quoi même? Tu vois, et c'est des problèmes sur des problèmes. Bon, en tout cas, on n'a pas le choix, on gère les gars dedans. Tu as abordé un sujet qui m'intéresse énormément. C'est quand tu parles des prostituées. Moi, j'aime bien mettre les mots sur les prostituées que tu as rencontrées qui sont les très bien, très loin de les études et qui sont maintenant en boîte de nuit. J'aimerais que tu me racontes une histoire comme ça. Bon, en fait, je vais te raconter une histoire. J'ai une amie qui est aujourd'hui une grande sœur, tu vois, que j'ai... à un moment, j'avais un petit resto et tout. Un jour, un pote m'a écrit. Il m'a dit, ah, écoute, j'ai une amie là. Elle est rentrée du Nigeria et elle veut te rencontrer. Et j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, l'amie en question, elle m'a écrit. Je lui ai envoyé l'indication, elle est venue. Donc, elle est venue. Ah, j'ai vu une tata très grande et tout, elle est venue. Ah, bon. C'est quoi le problème? Donc, elle a commencé à me raconter son histoire, en fait, que genre, elle est béninoise. Mais elle vivait au Nigeria, elle s'est mariée. Elle a 2 gosses. Elle a un enfant, mais 2 gosses, je ne sais plus trop. Voilà, donc, son mari est mort. Dans notre pays, elle a pris le mauvais taxi. On l'a dépouillée. Tu vois? Donc, elle est rentrée à Cotonou, elle a essayé de se chercher et tout, mais ça n'a rien donné. Donc, on l'a envoyé. Et il y a des amis qui l'ont envoyé une fois dans une boîte. Je ne vais pas appeler le nom de la boîte. Tu vois, elle rencontre souvent des boss et tout, mais là où elle va souvent, là, il y a ces tontons qui viennent. Quand je dis tonton, c'est les oncles. Plusieurs fois, elle a failli croiser des tontons à elle.
et tout. Donc, genre, ça ne l'arrange pas, tu vois. Maintenant, on lui a parlé, moi, de mon coin. Elle s'est dit que ces tontons ne viennent pas là. Et que peut-être si elle vient chez moi, je peux l'aider à trouver des clients. Moi, je lui ai dit, moi, je travaille là. C'est des petits frères qui viennent là. C'est des jeunes qui viennent là. Tu comprends? Je ne sais pas si ce que tu recherches là, les gars peuvent te donner ça. Tu vois? Parce que les petits frères, façon, eux, ils gèrent là. C'est pas la façon les tontons gèrent. Tu comprends? Et le petit frère ne va pas vouloir payer comme le tonton et tout. Tu vois? Donc, on a discuté. Bon, comme moi, je ne voulais pas avoir le poids de ça sur la tête, j'ai appelé un autre gars à moi qui était dans un autre coin où il y avait toujours des tontons et tout. Je les ai mis en contact. Moi, elle est partie une fois, elle a trouvé un tonton. Bon, en fait, tu sais, cette histoire-là, c'est une histoire qui ne finit jamais. Cette histoire, moi je le dis, je n'ai pas peur de le dire, cette histoire de fille de nuit, là, c'est une histoire. Quand toi-même tu ne fais pas un réel examen de conscience et tout, c'est une histoire qui ne finit jamais. Tu vois, tu sors, tu trouves 100 000, tu dois acheter mèche, tu dois faire manicure, pédicure, en fait, tu dois être très belle et tout. Donc, l'argent que tu as trouvé même comme ça là, une semaine, 2 semaines, tu es obligé encore de ressortir. Tu vois, c'est vrai qu'il y a d'autres tatas qui sont très réveillés, on ne sait pas comment elles se sont arrangées dans l'histoire là. Elles se sont positionnées, tu vois. Ça, c'est les vrais. En fait, c'est Tata a vraiment réveillé. Mais il y a d'autres, ça fait des années qu'elles sont dans cette histoire-là. Et aujourd'hui, même personne ne s'intéresse à elles. Parce qu'elles sont déjà tellement passées dans toutes les boîtes, tu vois. Même le client, quand un client vient voir, c'est la seule, il faut laisser ça là. Tu comprends un peu ce que je dis. Alors que normalement, quand tu les écoutes et racontent leur histoire, logiquement, c'est des gens qui devraient être réveillés, en fait. Mon cher, c'est quelque chose que tu es venu chercher. C'est pas à moi de te juger. Quand tu as le cash là, si c'est un petit business que tu mets sur place et tout, tu vas mettre le business sur place, tu sors de ce jeu-là. Mais j'ai comme l'impression que le jeu est trop doux. Donc quand elle rentre dedans, la sortie est très difficile en fait. Parce qu'elles se disent que ça va venir tout le temps, ça va venir tout le temps. Alors qu'à un moment donné, tu fanes. C'est tout naturel en fait. Et quand tu fanes là, tu n'as plus réellement l'énergie même. En fait, tu ne gagnes même plus d'argent pour aller vendre même des oranges, tu vois. Et plus personne ne te calcule. Donc tu es là, tu stagnes, tout le monde te connaît, on sait que c'est ça que tu fais. Et bon, si tu pries, peut-être tu peux trouver un mari, sinon c'est difficile. Tu vois, donc en fait, c'est comme ça le système. Et on a rencontré énormément. Moi, je connais des filles, même de personnes. Moi, j'ai une pote, en fait, c'est choquant en fait. Tinder, club et tout, enfant de personnes importantes, qu'est-ce que tu cherches dans la nuit depuis des années, toujours à tourner, toujours à faire la ronde et tout. Des fois, je me dis, mais tu es malade, il y a un problème spirituel et tout. Ça t'arrange là. Parce que même quand tu as le jackpot, c'est le gars qui vient, qui te donne beaucoup d'argent. C'est pas comme si genre, tu prends l'argent pour investir dans quelque chose ou un truc comme ça. Tu vois, tu es toujours là, tu disparais une semaine du club. Peut-être tu es parti à Lomé, ou je sais pas, tu es parti à Abidjan, ou tu es parti au Nord profiter. Et toute une semaine après, tu la revois encore, elle vient. Elle te pince, elle te dit, il faut me trouver quelqu'un, il faut me trouver quelqu'un. Donc j'ai le boulot de démarcheur là, c'est pas ça, moi, ouais, c'est fatigant en fait, parce qu'elles ont des histoires. Le problème, c'est qu'est-ce qu'elles disent la vérité aussi, tu vois. Parce que moi, je me dis, quand tu sais ce que tu veux, là, à un moment donné, là, tu relativises et tu as un plan clair, tu vois. Par exemple, moi c'est vrai, moi, je suis pas une meuf, mais moi, le boulot, là, n'a pas de retraite, tu vois. Notre boulot, si, là, ça n'a pas de retraite. Et le problème, en fait, avec le boulot de manager, c'est, à un moment donné, toi aussi, tu fades. Tu comprends un peu ce que je dis. Parce qu'en fait, au départ, par exemple, moi en 2016, mes potes n'avaient pas de copine, mes potes n'avaient pas de femme, mes potes n'avaient pas d'enfants. Tu vois, ma communauté n'avait pas les charges qu'elle a 9 ans après. Tu vois, donc beaucoup de gars aujourd'hui, tu leur fais des diffs là. Ils te disent, bro, moi, je n'ai pas encore payé la contribution de mes enfants. Tu comprends un peu ce que je dis. Donc, toi, mais si tu ne fais pas une mise à jour, et au début de l'émission, je pense que je te disais que genre, aujourd'hui, il y a un nouveau type de management où les gars organisent des soirées striptease tout le temps, tu vois. Si par exemple, toi, tu n'as pas la capacité parce que ta morale t'empêche d'organiser ce type de soirée. Donc déjà, si tu gères un club,
le club peut prendre des coups. Parce que les gars, aujourd'hui, peut-être la nouvelle génération est plus perverse, préfère aller dans des clubs où, comment on appelle, c'est ce type d'événement qu'il y a. Maintenant que voilà, toi, tu es enfant de pasteur. Bon, toi, tu te dis, wesh, tu es le manager des intellos et tout. Tu comprends, toi, tu n'es pas dans ça. Toi, tu as trop de morale et tout. À un moment, tu n'es plus fondable, en fait, sur le marché. Alors que même le promoteur qui vient avec des idées très saines que genre, moi, je veux pas des go dans ma boîte, je veux mon management autour des idéologies, je veux un système, je veux une boîte select. Quand il essaie une fois, deux fois, trois fois, et ça ne marche pas, c'est lui-même qui va te dire, bah là, pourquoi tu n'as même pas les go? Ah, il faut inviter les go, non? Lui, là, il a oublié que dans le consensus, le deal que vous avez fait, c'est pas les go qui doivent ramener du client, mais c'est les types de soirées que vous organisez. Donc, à un moment donné, quand tu analyses tout ça, pour ne pas te retrouver à la rue, tu vois, tu es obligé de faire une mise à jour sur ta propre personne. Tu dois analyser qu'est-ce que je dois faire d'autre. Tu vois, pas si c'est ça la seule que tu vas faire. Déjà, parfois même 40 ans, tu risques de te retrouver au chômage. Parce qu'à 40 ans déjà, tu es en boîte de nuit depuis 20, je ne sais pas combien d'années. À 40 ans déjà, ça te saoule déjà d'écouter de la musique, de ne pas dormir la nuit. Tu as besoin de vie saine et tout. Tu sais, moi, honnêtement, déjà, les promoteurs, déjà, ils te font chier. Tu comprends? Tu ne sais pas concrètement ce qu'ils veulent. Et en général, en fait, moi, j'ai pas peur de le dire, c'est des ingrats, tu vois. Le jour où ça marche, tu es leur gars. Le jour où ça dandine un peu, eux, ils ne se rappellent pas en fait, de ce que tu leur as proposé, qui n'ont pas, en fait, quand tu dis, il faut aménager la boîte, le gars ne veut pas aménager, il ne veut pas mettre l'argent, il veut juste gagner l'argent. Alors que le client qui vient ailleurs est venu, il y a un nouveau coin qui est venu, le coin est chic, les gars préfèrent aller là-bas. Toi, tu as bon envoyé des textos, des messages et tout, le gars va te dire, ok, je viens, il achète peut-être une bière, il finit, il dit, bro, tout à l'heure. Tu le retrouves ailleurs, il achète du champagne. Tu vois, donc, quand moi j'ai analysé tout ceci, je me suis dit, écoute, champion, il est temps que tu ailles te reposer d'abord. Parce que ne pas dormir là, ça rend malade. Tu vois un peu ce que je dis. Et toi-même, tu as besoin de liberté. Moi, j'avais réellement besoin de liberté. J'avais réellement besoin d'aller là où je veux. Les samedis aussi, de profiter et tout, tu vois. Donc, j'ai pris tout le temps pour préparer cette étape. Tu vois, je suis allé en marketing digital, j'ai fait des certifications en ligne, en toute humilité. J'ai fait une formation en marketing digital, community management et tout. Donc, déjà, même en travaillant, je développais cette aptitude-là, tu vois. Et j'avais mes rêves. Donc, quand le bon moment est venu, écoute, première altercation, je l'ai dit, les gars, faut garder votre chose. J'ai envie qu'on parle d'argent. D'accord? J'ai envie qu'on parle des produits en boîte de nuit. La boîte de nuit, on peut vendre de l'eau à 5 000 et devant la boîte de nuit, on peut vendre de l'eau à 300. Si, devant la boîte de nuit, on vend l'eau à 300, 400 les babas là. La boîte de nuit, on vend l'eau à 2000, 3000, 5000. Tout est question de standing. Tu vois, les prix dans les coins ne sont pas pareils. Chacun avec l'investissement qu'il a mis en place par rapport à son business, tu vois. Donc, c'est par rapport à cet investissement-là et le standing qu'il veut donner à son coin qui fixe le prix des produits, tu vois. Donc, il est question de ciblage. Il y a des gens, ils mettent les prix vraiment très hauts. Il y a des coins où les prix sont vraiment hauts. Donc là, toi-même, tu sais que genre, c'est pas pour toi, tu vois. Mais il y a des coins où les prix sont vraiment très bas. Là, tu sais que c'est pour le peuple, en fait, tu vois. Donc, la question de prix, en fait, par rapport au produit, il n'y a pas une règle. C'est vrai qu'il y a une règle au niveau en hôtellerie où, en fait, le prix d'achat, en fait, le prix du produit doit être le triple du prix d'achat. Mais en fait, moi, dans ma dernière expérience, on a été confronté à ce problème-là, en fait, où, genre, si on devait respecter cette règle, il y a des produits que sûrement ne sortiraient jamais parce que le prix serait vraiment élevé. Mais tu sais, le bénéfice, il y a toujours de bénéfices. Hein. Parce que l'eau, tu as acheté l'eau à... Bon, moi-même, je vends de l'eau. Bon, après, je prends mon pack d'eau de 0,50 qui est à 1200. Il y a 12 dedans. Donc la bouteille à 100 francs. Cette même bouteille, moi, j'ai retrouvé ça en boîte à 3000. En fait, la bouteille. De 100 francs, là. Oui, à 3000. Tu vois.
Donc, Il y a toujours l'argent à se faire là-bas. oui, en fait, il y a toujours l'argent. Et tu sais ce qui est fou dans cette histoire-là? Ce qui est très fou dans cette histoire-là, c'est les produits, en fait, des produits que genre, qui ne sont pas bling bling. C'est sur ces produits-là qu'il y a beaucoup de bénéfices. Au début, moi-même, je ne comprenais pas le. En fait, tu vois, par exemple, on a parlé de l'eau. 100 francs, 2000, 3000. En fait, je ne sais pas si c'est 300% ou. Ça, c'est 3000%. Tu vois. Tu sais, c'est pareil avec. Quand tu prends, par exemple, des très grands champagnes. Les très grands champagnes, quand tu prends Veuve Clicquot, Moët, et tu prends un vin mousseux comme Muscador, en fait, c'est des produits. Muscador, par exemple, tu achètes ça à Lomé. Pas souvent, les gens, ils s'approvisionnent à Lomé. Quand tu prends un conteneur ou tu as un demi-conteneur ou tu vas même sur beaucoup de cartons, la bouteille peut te revenir à 1500. Et tu vends ça en boîte à 10 000. En fait, le carton peut te revenir à. Voilà. Quand tu prends là. Ok, quand tu prends la bouteille de Muscador ou un vin mousseux que tu achètes au Nigeria et que tu achètes à Lomé, la bouteille peut te revenir dans le carton à 1500 ou 2000. Tu la revends en boîte à 10 000, 15 000. En fait, le carton te revient peut-être à 6 500 et tu vends une bouteille à 10 000 et à 15 000. Donc déjà, même avec une bouteille, tu as peut-être déjà acheté 2 cartons du produit. Mais quand tu prends un champagne très cher, et quand tu prends, je sais pas, Moët, ou bien Veuve Clicquot, tu vends peut-être au double. Juste au double, tu vois. Donc quand tu analyses, moi, c'est un de mes anciens patrons qui m'a appris, qui m'a dit, écoute, moi, je préfère vendre des vins mousseux que de vendre du champagne haut de gamme. Et quand je parle de champagne haut de gamme, je parle de Veuve, je parle de Moët, je parle de Dom Pérignon, je parle de tout ce qui est boisson haut de gamme, en fait. Quand tu prends un Red Label que tu achètes peut-être à 6 500 ou 5 500, que tu revends en boîte à 30 000 ou 40 000, tu vois la différence. Alors que tu achètes un champagne, je sais pas, Azul, à 300 000, tu revends peut-être à 400 000, mais tu vois, c'est peut-être le bénéfice est 100 000. Mais tu sais que le gars il peut consommer, le groupe d'amis qui est venu peut consommer et une bouteille de Red, 2 bouteilles de Red, 3 bouteilles, 4 bouteilles de Red. Le même groupe peut consommer une bouteille de vin mousseux, 2 bouteilles de vin mousseux, 3 bouteilles de vin mousseux, 4 bouteilles de vin mousseux. Alors que l'autre à qui t'a remis un salon VIP qui a acheté un champagne de 70 000, aucune garantie qu'il va acheter une seconde bouteille parce que déjà sur le coup il sort beaucoup d'argent. En fait, ça c'est. En fait, rares sont les managers ou les gars qui sont dans ce qui est l'architecture du truc de la nuit, qui peuvent te donner ces détails-là, tu vois. Donc, mais quand même, il y a des promoteurs qui comprennent. C'est pas le champagne qui fait le bénéfice. Il y a des produits que tout le monde néglige. Mais c'est sur ça, en fait, qu'on se fait un maximum de sous en boîte. Tu vois, donc voilà. Incroyable. Incroyable. Dis-moi par exemple, est-ce que toi, en tant qu'ancien manager de boîte de nuit, tu conseillerais aux gens d'aller en boîte de nuit? Bien sûr. Bien sûr. Mais écoute, faire la vie fait partie de la vie. Il faut profiter de la vie. Il faut vivre ici. Je ne sais pas si là-bas il y a une vie. Hein, tu vois. Écoute, je pense que même moi, je suis en pause. Parce que, en fait, quand je dis que je suis en pause, ouais, j'ai des projets, en fait, qu'il faut que je mette sur place. Tu vois. Sinon, écoute, quand ça va péter, ah, mon gars, mais c'est ma chose, en fait. Tu comprends? Les gars, il faut aller en boîte. Honnêtement, il faut sortir de temps en temps. Il ne faut pas abuser. Il ne faut pas faire comme les autres. Parce que tu sais pas ce que les autres ils font. Tu vois. Écoute, tu viens en boîte, tu achètes ta bouteille avec tes potes. À l'ancienne, vous cotisez, vous mettez bien, vous rentrez chez vous. Tu n'es pas obligé de vouloir flamber comme l'autre. Tu sais pas où il sort son argent, tu sais pas quel business il fait. Tu vas te ruiner. Tu vois. Donc, le problème, c'est pas aller en boîte, mais c'est comment tu vas en boîte
Et comment tu te gères quand tu vas en boîte? Moi, aujourd'hui, je vais en boîte, je ne suis pas un client. J'achète ma bouteille d'eau, là, je reste sur la bouteille d'eau toute la soirée. Donc, je n'arrange personne. Tu comprends, mais on ne peut pas me chasser. Tu comprends? Puisque je ne fais pas la pagaille et tout, ça va. Donc, tu n'es pas obligé de faire comme les autres. Tu vas en boîte, tu peux prendre ta bière et tu finis ta bière, tu dégages. Moi, je connais beaucoup d'anciens de la nuit. C'est comme ça, ils ont envie de s'amuser, ils sortent. Il n'y a plus de flambée et tout. Il prend sa petite bouteille, il finit de siffler sa bière, il rentre chez lui tranquille. Maintenant, si tu as les moyens d'aller boire du champagne, tu vas boire ton champagne, c'est ton argent. Si tu as les moyens pour aller boire un bon whisky, tu vas te faire un bon whisky. Ça, c'est bon, en fait. Ça n'engage que toi. Tu vois. Tu sais, quand on parle d'histoire de boîte de nuit, comme tu l'as dit, beaucoup de personnes ont des idées reçues dessus. Tu vois? La question, c'est qu'est-ce que les gens n'ont pas compris ou bien ne comprennent pas en boîte de nuit? Qu'est-ce que les gens n'ont pas compris en boîte de nuit? En fait, se divertir fait partie des règles pour être épanoui dans la vie. C'est un choix, tu vois. Aller en boîte de nuit ne fait pas de toi une mauvaise personne. Pour que les gens le sachent. Les gens qui vont en boîte de nuit, ils vont pour se déstresser, tu vois. C'est leur manière à eux de se lâcher, tu comprends. Maintenant, dans toute chose, il y a des exceptions. Mais ces exceptions ne devraient pas, en fait, prendre le dessus sur l'objet même de la boîte de nuit. Boîte de nuit, lieu de divertissement. Tu vois, c'est comme genre, au quartier, la meuf qui va tout le temps en boîte de nuit, on la juge. On se dit c'est une meuf de mœurs légère et tout. Alors que genre, moi je connais des meufs, elles aiment s'amuser comme des folles, mais elles ont leurs limites. Tu vois, des meufs qui viennent en boîte, elles s'achètent leur champagne, leur boisson et tout. Quand elles finissent, elles appellent le taxi, elles rentrent chez elles, tu vois. Il faudrait que, genre, en fait, c'est l'hypocrisie à l'africaine qui fait que, genre, on a un jugement sur tout ce que l'on ne fait pas. En fait, on considère les gens qui font ce qu'on ne fait pas comme les mauvaises personnes, tu vois. Sinon, il y a beaucoup de bonnes personnes. Et en fait, moi, par exemple, moi, j'ai rencontré trop de bonnes personnes en travaillant la nuit. Et des gens, en fait, quand je parle de bonnes personnes, des opportunités, des personnes qui m'ont donné des opportunités très importantes, en fait. Tu vois, donc, la boîte de nuit, c'est... Je vais te raconter une histoire. Je regardais un jour une vidéo, je ne sais plus trop, où il y a une dame qui est célibataire, qui n'a pas trouvé de mari et tout. Et en fait, la dame, c'est un coach. Et le coach lui demande, mais écoute, tu n'as pas trouvé de mari et tout, et tout, et tout. Mais comment ça se fait? Elle dit, ah, qu'elle a cherché fatiguée, elle n'a pas trouvé. Le coach lui a demandé, mais tu fréquentes qui? Tu fréquentes où? Tu vois un peu. Ah, la go dit que Jean va à l'église et après, elle est à l'université publique. Mais le gars lui dit, mais les lieux où tu vas, on dit, c'est les lieux où tu ne peux pas trouver un mari. En fait, pour ce que toi tu as, tu ne peux pas trouver un mari. En fait, moi je connais des gens, c'est dans la nuit, ils ont trouvé leur partenaire, ils se sont mariés. Si tu fréquentes des lieux tristes, je ne dis pas que l'église ou l'université publique, c'est des lieux tristes. Tu comprends un peu ce que je dis. Mais en fait, on a nos délires, tu vois. Et peut-être la personne qu'on recherche, la personne là ne vient pas à l'église. Peut-être la personne vient en boîte, tu vois. Il y a des opportunités, il y a des gars pour des deals. Le gars te donne rendez-vous dans un bar. Parce que c'est son moment de détente, tu vois. Imagine par exemple, tu as un rendez-vous d'affaires. Le gars te dit, viens dans un bar. Et là, tu dis, ah, moi, je ne vais pas dans ces lieux-là. Le deal est mort. Tu vois un peu ce que je dis. Tu vois, donc, en tout cas, moi, j'ai eu la chance de travailler dans des coins où il y a quand même eu des opportunités. Tu rencontres des jeunes comme toi, qui ont étudié comme toi, tu vois, mais qui ne sont pas dans le même domaine d'activité, mais qui croient en toi. Tu vois, tu peux leur parler d'opportunités, tu peux leur parler, afin ils croient en toi. Parce que après tout, c'est toi. En fait, quand on enlève tout là, qui tu es là, reste qui tu es. Tu vois un peu ce que je dis. On peut être dans le même trou, mais on peut ne pas être pareil en fait. Tu vois un peu ce que je dis. Donc, voilà un peu. Donc, qui veut aller en boîte de nuit, va en boîte de nuit.
Maintenant, ce que tu vas faire en boîte de nuit, tout ça, ça dépend de toi. Tu vois, voilà. Tchale, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Franchement, j'ai toujours eu envie d'avoir un gérant de boîte de nuit, sincèrement. Et tu as été vraiment open pour démocratiser tout ce qu'on pense dans la boîte de nuit. Les gars, je ne vais pas ajouter grand-chose. Hein. À part, cette année, il faut qu'on atteigne les 100 000 abonnés sur cette chaîne-là. C'est super important. Donc, abonnez-vous, s'il vous plaît. Les gars, abonnez-vous. Et moi, je vous dis à la prochaine. Être jeune, c'est vivre à fond toutes mes passions. C'est de ne pas avoir peur de montrer nos talents au monde entier. C'est être fier. C'est être connecté H24 avec mes potes. C'est être un pro de la débrouille pour s'en sortir comme moi. Ce n'est pas attendre que les autres décident à ma place. C'est tout faire pour réussir ma vie. So oui, le flow de la génération qui monte. Rejoins-nous au étoile 909 étoile 81 dièse.